Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix des Mauriciens. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Île Maurice, mon amour. 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 En 2020, vous avez découvert l'île Maurice au travers des récits intimes d'Éric, de Joshila, de Mélanie, de Ritesh et de bien d'autres. Pour cette deuxième saison d'Île Maurice, mon amour, nous vous proposons d'écouter d'autres histoires et d'autres trajectoires. Celles de femmes et d'hommes mauriciens, partis un jour construire leur vie ailleurs. Bienvenue dans la saison 2 d'Île Maurice, mon amour. Julie est mauricienne. De sa petite enfance sur l'île, elle garde le souvenir des heures passées dans son veloutier, du lagon qui prolonge son jardin, des sandwichs aux marmites, des escapades à vélo avec son frère. Mais l'enfance, pour elle, c'est aussi le souvenir d'une école un peu rigide, dans laquelle elle a du mal à trouver sa place. Et pourtant, la petite Julie deviendra grande, elle voyagera et elle s'aventurera au-delà des sentiers battus. Dans cet épisode, Julie nous emmène aux Seychelles, à Madagascar, à Paris et dans la Silicon Valley. Elle nous raconte son parcours hors norme, toujours guidé par l'intuition et par une certaine idée de la liberté. Je vais vraiment m'atteler à oublier de là où je viens parce que je vois bien que ça passe pas. Je vais tout faire pour essayer de m'intégrer et commencer à me sentir un peu mieux dans ce pays où tout me fait penser que j'ai rien à faire là. Je suis Julie de Comarmont. Je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Je suis mauricienne et j'ai 2 grandes filles, Emma, qui a 23 ans, et Luna, qui a 18 ans. Je suis née à Moka, le 14 février 1974. Je suis née à l'île Maurice parce que mes parents, donc Thierry et Marie, vivaient à l'île Maurice à l'époque. Et donc, mon papa est architecte et il venait d'arriver à Maurice, je crois, 1 an avant à peu près, pour travailler en tant qu'architecte pour le gouvernement mauricien. Lui-même est mauricien aussi. Et mes parents habitaient à Grand-Bay, dans le nord de l'île. Et moi, les souvenirs que j'ai de ces premières années, c'est la mer. C'est vraiment la plage, la mer, le soleil et cette maison extraordinaire qu'on avait qui donnait sur la mer. Donc moi, en fait, mon jardin, c'était la plage. J'allais me baigner tous les jours. Je me réveillais tous les jours en regardant la mer, en regardant les bateaux. J'avais un arbre dans mon jardin qui s'appelait un veloutier. Alors, je sais pas si c'est mes parents qui ont inventé ce nom ou si ça existe vraiment, mais c'était un arbre magnifique dans lequel on a passé beaucoup de temps avec mon frère parce qu'il avait des branches qui pouvaient vraiment nous accueillir. On pouvait être assis pendant des heures dans cet arbre. Et moi, c'était mon arbre fétiche. Quand j'ai 6 ans, mes parents décident de déménager à Beaubassin, dans le centre de l'île, pour se rapprocher de Floréal, là où il y a l'école française, puisque à l'époque, à Grand-Bay, il y a que l'école du Nord et que l'école du Nord s'arrête à la fin du primaire. Or, mon frère rentre en 6e, enfin, en l'occurrence, ça s'appelait pas comme ça, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque à l'île Maurice, dans le système. Mais en tout cas, voilà, c'est plus possible de continuer à vivre à Grand-Bay. Et donc, on part déménager à Beaubassin dans une maison extraordinaire, une ancienne maison coloniale, tout en bois, magnifique, qui fait partie du patrimoine, mais qui d'ailleurs malheureusement sera détruite quand on quittera Beaubassin quelques années plus tard.
On déménage donc dans cette maison à Beaubassin et là, du coup, on quitte la mer et on va se retrouver dans une ville. Enfin, c'est un grand mot parce qu'on habite dans une petite rue qui s'appelle la rue Victor Hugo. Et on est quand même dans cette maison magnifique, entourée de végétation. On a des arbres à litchi, on a un avocatier, on a un manguier, puis un grand jardin dans lequel j'adore me promener carrément, parce qu'en fait, on peut faire tout le tour de la maison avec ce jardin. Et puis, on a aussi les rues paisibles de Beaubassin tout autour où on peut faire du vélo. Avec mon frère, on a chacun des choppers. Et on va se balader en vélo dans le quartier. On va aussi chez des amis de mes parents qui habitent dans le quartier. On va souvent à pied chez eux. Et donc voilà, c'est un autre cadre de vie qui est assez différent de la mer. Et pour autant, les week-ends, on va à la mer. On va d'ailleurs souvent pique-niquer au bord de la mer le dimanche. À l'époque, j'ai 6 ans et tous les jours, on prend le bus avec mon frère. Alors, c'est le bus public mauricien classique, quoi. C'est pas un bus exprès pour aller à l'école. Ma maman nous dépose au bus le matin et on prend le bus tous les deux. Et on va jusqu'à Cœur-Pipe et là, on marche chacun jusqu'à notre école. Et sur le chemin entre Beaubassin et Floréal, on passe devant une église. Et j'observe que beaucoup de gens dans le bus font leur signe de croix. Et moi, je sais pas très bien à quoi ça correspond, mais en tout cas, j'observe que les personnes font leur signe de croix, donc je vais faire mon signe de croix moi aussi et me sentir appartenir à ces personnes dans le bus. L'école, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je me sens très différente des autres. Je le comprendrai plus tard, que j'ai une forme d'hypersensibilité. Je passe beaucoup de temps déjà un peu dans un monde imaginaire dans ma tête, et puis aussi j'adore créer du lien avec des amis. J'adore jouer, j'adore m'amuser, et en fait c'est pas forcément du goût des maîtres et des maîtresses que je vais avoir à l'époque. Assez vite, j'exprime qu'en fait je m'épanouis pas forcément. J'ai un frère qui a 3 ans de plus que moi, qui lui s'épanouit beaucoup à l'école. Donc en fait, c'est un peu compliqué pour ma mère qui se dit « Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de Julie ?» Quand j'ai 10 ans, mon papa, qui jusque-là a travaillé à la fois pour le gouvernement mauricien, puis aussi au sein de cabinets d'architecture locale, va décrocher un poste au sein de la coopération française. Et donc, on va partir aux Seychelles. Papa va avoir un poste aux Seychelles. Et là, c'est le grand départ de l'île Maurice. On va faire un petit séjour en France quelques mois parce que ma plus jeune sœur, donc j'ai 2 sœurs, Cécile, qui a 7 ans de moins que moi, et puis Alice, qui a 10 ans de moins que moi. Et donc, à ce moment-là, Alice va naître en France suite à différentes complications dans la grossesse de ma maman. Et là, on se retrouve à passer 4 mois en France, de septembre à décembre. J'ai jamais été à l'école en France, j'ai jamais vécu en France de ma vie. Et là, c'est un peu le traumatisme parce qu'on se retrouve dans ce petit village à côté de Nantes, à Chanteceau, dans l'école publique. Et je me retrouve avec une maîtresse qui est horrible, qui nous frappe, qui nous humilie devant tout le monde. Et c'est assez dur pour moi. Et je suis hyper contente de partir aux Seychelles au mois de décembre en famille et de quitter ce système scolaire où là, pour le coup, je me sens vraiment pas du tout à ma place. Et Seychelles, ça va être assez dingue. On va y vivre 2 ans. Alors, pour le coup, ça va être les meilleures années scolaires pour moi parce que justement, il n'y a pas d'école. et je crois que ça va être un sacré ancrage pour moi. Alors, pour ma maman, c'est plus compliqué parce qu'elle doit nous faire l'école. On est en cours par correspondance. Et en fait, là, je suis dans un cadre idyllique. On habite à nouveau au bord de la mer. Dans une maison extraordinaire qui surplombe la mer où de notre terrasse, on peut voir les tortues, les raies manta dans l'eau. Ma maman ne travaille pas, mon papa rentre déjeuner tous les jours. Et là, je suis dans un cadre qui va
de rêve, quoi. Vraiment le paradis, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre ma meilleure vie, comme dirait ma fille. On peut pas y rester très longtemps parce que justement, mon frère, lui, rentre en 3e. Et d'ailleurs, il va devoir faire sa 2e année chez ma grand-mère à Madagascar, dans un vrai lycée français, parce que là, en cours par correspondance, ça lui convient pas. Et donc voilà, ça va faire qu'on va rester que 2 ans aux Seychelles. En Madagascar, donc c'est le prochain poste que va avoir mon père après les Seychelles. C'est assez particulier parce que c'est un pays où donc mon père est né, où il a vécu et où vivent mes grands-parents paternels et où vivent tous mes cousins, mes cousines, les frères de mon père. Et donc là, on se retrouve super bien accueillis. Ma grand-mère, qui est vraiment ma grand-mère gâteau, je l'appelle comme ça parce qu'elle fait plein de gâteaux, elle fait des scones, elle fait les meilleurs fudge au monde. Elle est là, elle nous accueille dans son immense maison avec mon grand-père qui travaille encore malgré son âge. Et c'est vraiment des grands-parents hyper affectueux et qui d'ailleurs nous aident aussi dans notre intégration. Ils vont nous déjà avoir choisi la maison dans laquelle on va habiter quand on arrive. On arrive vraiment dans des conditions de rêve. Et là, je vais passer 6 ans dans ce pays qui va avoir beaucoup d'importance pour moi dans ma vie, puisque je vais y vivre de 12 à 18 ans. Donc déjà, j'arrive au collège et j'ai jamais été dans un collège puisque les 2 années précédentes, je les ai faites par correspondance aux Seychelles. Pour le coup, je vais vraiment m'éclater à l'école, je vais me faire plein d'amis. On va beaucoup voyager aussi à Madagascar. Donc là, c'est vraiment des années qui vont beaucoup compter pour moi et où, en même temps, je suis hyper connectée à ma famille de cœur. Tous les dimanches, on se retrouve chez mes grands-parents pour prendre le goûter. Le goûter, c'est une immense tablée où on doit être une 20aine à table et où il y a le meilleur chocolat chaud, les meilleurs gâteaux que ma grand-mère a fait. Et c'est quand en parlant, je réalise à quel point ces années elles ont été importantes pour moi. On va retourner un petit peu à Maurice pendant ces années-là. J'ai quelques souvenirs de maisons qu'on loue à Maurice, notamment dans la baie de Merville. Je retrouve des amis d'enfance à Maurice. Je ressens que ce pays est important pour moi en termes de racines. Je retrouve des madeleines de Proust, des odeurs, des goûts, des lieux qui me rappellent mes premières années d'enfance. Et en même temps, je suis aussi très épanouie à Madagascar, donc c'est intéressant de revenir à Maurice. Je crois que je mesure pas encore complètement à quel point ce pays, l'île Maurice, est important pour moi. Je suis trop contente de revenir en tant qu'adolescente et de reconnecter avec des amis avec qui j'ai grandi en étant toute petite. J'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac, qui est un bac littéraire. Je suis très très bonne en langue et du coup, le conseiller d'orientation que je vois à l'époque me dit que le mieux, ça serait que je fasse du russe ou une langue un peu rare à l'époque en tout cas. Et donc du coup, m'encourage à m'inscrire au Langso. Mon père est architecte, ma mère là, à Madagascar, elle a une galerie de tableaux où elle expose des artistes locaux. Mais donc moi, j'ai pas vraiment d'autres références pour m'aider à savoir ce que j'ai envie de faire après. Je suis terrifiée à l'idée de rentrer en France. Moi, j'ai le sentiment de vivre dans un petit cocon où je suis super bien, dans un cadre familial où je reçois beaucoup d'amour, de tendresse. J'ai eu mon permis quelques mois avant, j'ai une petite voiture, je suis hyper autonome. Je pars en vacances avec des amis à Madagascar. Donc, tout est génial et j'ai jamais vécu en France de ma vie et a fortiori à Paris. Et donc, du coup, voilà, le grand saut, il faut partir. J'envisage même à un moment de rater mon bac exprès pour pouvoir rester une année de plus. Et en même temps, mes parents sont aussi dans une année où eux changent de pays. Papa est nommé à Djibouti. Et bref, me voilà arrivée à Paris
sans aucun repère, en n'ayant jamais vécu là, et dans un petit appartement près de la gare Montparnasse. Et là, c'est le choc total. Déjà avec le climat, le fait qu'assez rapidement il fasse nuit très tôt. Je me retrouve dans une fac, en fait c'est les Languedoc, mais contrairement à l'endroit où je me suis inscrite, où c'était dans le 7e, rue de l'Université, en fait là je me retrouve dans des locaux préfabriqués à Saint-Denis, avec des gens qui n'ont pas du tout choisi le russe pour construire un projet professionnel, mais plutôt qui apprennent le russe parce qu'ils sont de la famille là-bas. Et là, je tombe des nues et ça va être très 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 douloureux. Ça va être un vrai trauma, en fait. J'ai mes parents au téléphone une fois par semaine, où je vais appeler à la machine, et là, je vois défiler les francs de ce que me coûte la conversation, et en même temps, parfois, j'ai du mal à parler tellement je pleure et tellement je suis triste. Je crois que mes parents se rendent pas bien compte, en fait, et je pense que c'est aussi en partie de ma faute parce que j'essaie de les préserver. Je vois bien que quand on s'appelle et que je suis en larmes une partie du coup de fil, et ben du coup ma maman ça la rend triste aussi. Ça n'aide pas que de leur partager à quel point je suis triste et pas bien. Je réalise à quel point et d'ailleurs ma mère me le dira plusieurs années plus tard, à quel point elle a pas eu conscience que cette première année était complètement traumatique pour moi, quoi, à quel point j'étais seule. D'ailleurs, les au revoir, c'est chouette d'aller les voir, c'est chouette quand ils viennent l'été en France, mais les adieux, les au revoir sont tellement douloureux. J'ai des espèces de crises d'angoisse à chaque fois, tellement c'est difficile, c'est un déchirement de m'éloigner d'eux. Cette première année à Paris, je vais aussi avoir avoir un avortement. Et là aussi, ça va être très dur d'être loin d'eux, de me retrouver. Alors heureusement, ma tante est à Paris cette année-là et avec son mari, ils vont beaucoup me soutenir. Mais je traverse beaucoup d'épreuves et tout ça à 18 ans, toute seule, dans un environnement qui m'est pas très familier. L'entrée au CELSA, ça va être vraiment le début d'un nouveau départ. Comme s'il fallait un peu presque effacer cette première année qui a été si difficile, si douloureuse. Déjà, je suis hyper fière de rentrer parce que c'est sur dossier, parce que c'est pas si évident que ça de rentrer. Et puis surtout, très vite, je me fais des amies qui, elles, viennent de province. Donc c'est drôle, elles ont pas non plus forcément les codes parisiens. Et du coup, elles aussi, elles sont en recherche de se recréer un petit cocon et qu'on va se recréer ensemble. Ça va être vraiment le début à la fois d'une très longue amitié, parce que je suis toujours proche de ces amis-là, et en même temps aussi un environnement où j'apprends et je réalise à quel point j'adore apprendre. Et là, c'est le rêve parce que les profs nous connaissent, parce qu'on est dans des tout petits groupes, parce qu'on est dans des locaux qui sont incroyables, à Neuilly, rue de Villiers. Je suis à la fois à la fac, ce qui était un peu la condition sine qua non pour faire mes études, parce que voilà, j'ai des parents qui pouvaient pas payer d'autres études que la fac. Et donc là, je suis à la fois à la fac et en même temps, je bénéficie de tous les avantages d'une école privée hyper reconnue. Et donc, c'est génial et je me rends compte que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Du coup, je vais y rester 5 ans. Au début du CELSA, je rencontre le père de mes filles, qui va devenir par la suite mon mari. Assez vite, on va s'installer ensemble. Toute mon intégration et toutes ces difficultés de la première année sont derrière moi et je me sens beaucoup plus à ma place dans ce pays, dans cette ville. Et je vais très vite adorer l'effervescence de Paris, le fait qu'il s'y passe tellement de choses. Ça va venir nourrir en moi cette soif de découverte, même encore aujourd'hui, de toujours être là où il y a les nouveaux restos, les nouvelles tendances. À l'époque, je vais beaucoup à des expos, à des musées. Je me nourris énormément de cette effervescence culturelle. Puis tout simplement de marcher dans cette ville qui est juste, encore aujourd'hui, c'est un émerveillement chaque jour de me dire à quel point cette ville est belle et à quel point je me sens pleine de gratitude de vivre là, quoi. Et ça, je le ressens très fort pendant les 5 années que je vais passer là.
Je me rends compte que je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Comme j'étais pas forcément dans la petite enfance très adaptée au milieu scolaire, ou en tout cas on me disait toujours que j'étais trop bavarde, trop distraite, trop ci, trop ça, trop curieuse. Il y avait jamais rien qui allait. En tout cas, j'étais pas dans un mode très apprécié pour ce que j'étais. Du coup, j'ai un peu grandi en me disant que j'allais faire des études rapides et peut-être travailler rapidement. Enfin, en tout cas, on m'a pas du tout nourri chez moi d'avoir des rêves, d'avoir de l'ambition. C'était plutôt l'inverse, quoi. Toi, t'es pas bonne à l'école, donc bon courage, quoi, dans ta vie. Du coup, je choisis quelque chose de très généraliste. Je vais faire donc une licence information communication et je vais faire des stages, dont un stage dans la pub et un stage dans la com. Et c'est ça qui va venir me faire dire que j'ai envie de faire ni de la pub ni de la com. Et donc, par défaut, je vais choisir les ressources humaines. C'est en construisant mon projet de faire ce master en ressources humaines, en passant le concours à nouveau, en faisant face à un jury qui va me demander pourquoi j'ai envie de faire ça, que je vais construire un discours qui va résonner en moi, qu'en fait, de par l'empathie que j'ai, de par l'envie d'aider, l'envie de par cet attrait dans l'humain que j'ai, et cette conviction qui est en train de se créer et qui va se nourrir au fur et à mesure que chacune, on a quelque chose de beau et d'unique à offrir au monde, et que des gens qui sont juste pas bons pour l'école ou qui sont nuls, ça n'existe pas en fait. Je réalise très vite qu'on a tous un diamant en nous et que tout doucement, je commence à sentir que ma mission, ça sera de montrer à chacun qu'il a ce diamant en lui et que j'ai envie d'aider ces personnes à le révéler au monde. Tout ce que moi, je n'ai pas reçu finalement et que j'aurais aimé recevoir. Le jury est emballé, je me rends compte qu'ils me disent tous que en fait, bien sûr qu'il faut que je fasse des ressources humaines, que c'est ma vocation. Et donc, je suis contente de réaliser que c'est ça. Et donc, je fais ce master. Après ce master, je vais avoir l'occasion de partir aux États-Unis pour suivre mon compagnon de l'époque qui, lui, veut faire un MBA. Et c'est ce qui va mettre fin à cette longue période parisienne. Le petit groupe avec qui j'ai fait ce master en ressources humaines, elles cherchent toutes des boulots dans les ressources humaines à l'époque. Et puis moi, je suis avant tout mon amoureux aux États-Unis, sans trop savoir ce que je vais y faire. Et on arrive à San Francisco en 97 et on n'a absolument pas conscience qu'il est en train de se passer un truc. On n'a absolument pas connaissance de la Silicon Valley. Et voilà, on arrive un peu au bon moment, au bon endroit. Mon compagnon, lui, va reprendre des études d'anglais pour pouvoir postuler pour un MBA. Moi, à l'époque, je cherche absolument pas en ressources humaines parce que j'ai 22 ans, que j'ai aucune idée que je vais finalement faire des ressources humaines. Je me sens encore toute petite, pas très légitime. Je parle bien anglais, je parle bien espagnol. Donc, je vais plutôt dans des hôtels pour chercher du boulot. Et puis là, je tombe sur une femme extraordinaire qui va rester une amie très proche et qui bosse dans une petite start-up à l'époque et qui va me dire assez rapidement, mais viens bosser avec nous. Je vais être employée numéro 13 dans cette petite start-up. Et en fait, là, ça va être le début de l'American Dream. Ils vont m'embaucher, ils vont faire toutes les démarches pour avoir mon visa. Et eux, en fait, ils s'en fichent de l'âge que j'ai. Ils voient juste que j'ai fait un master en ressources humaines. Alors, ils me disent, écoute, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à recruter. T'as fait des ressources humaines, du coup, viens nous aider. Je me retrouve dans cette boîte qui est une boîte de réservation d'hôtels sur Internet. À l'époque, tout ce qui est réservation en temps réel, ça n'existe pas. 1 an plus tard, on est 250. Donc, je contribue quand même à les aider à recruter plus de 200 personnes sans avoir aucune expérience. Et là, je serai pleine de gratitude à vie pour le CEO de la boîte parce que, en fait, il me donne ma chance. Il s'en fout réellement de l'âge que j'ai. Et voilà, ils me disent juste, si tu peux faire le job, vas-y, fais-le, génial, viens, rejoins-nous. Donc, aux États-Unis, je vais d'abord avoir ma fille, qui va naître en juin 2000, une petite américaine, puisque du coup, elle va avoir la nationalité américaine. Et 1 an plus tard, on va se marier. Et puis, on va continuer à vivre de manière un peu insouciante ce rêve américain. Le papa de ma fille travaille aussi dans une start-up.
Moi, entre-temps, je suis DRH de WorldRes. Je vis un peu toutes les étapes cruciales que je pourrais vivre en tant que DRH, mais en accéléré, quoi. En gros, c'est comme si j'avais vécu 10 ans d'expérience, mais en 5 ans, quoi. Avec des rachats, des fusions, des acquisitions, des créations de filiales. Je gère toutes les stock options de la boîte pour tout le monde. Et puis, en fait, 2002 arrive, et là, c'est l'éclatement de la bulle. Le rêve américain prend fin. Alors, pas tant pour moi, mais pour mon compagnon qui, lui, sa boîte met la clé sous la porte. Et là, pour le coup, autant on était accueillis à bras ouverts dans ce pays et on avait chacun des visas qui nous permettaient d'être là, autant nos visas sont attachés aux boîtes dans lesquelles on bosse. Et donc là, mon compagnon a un visa H-1B. Et donc, avec ce visa, il faut 10 jours pour quitter le territoire le jour où t'as plus de boulot. On va pas mettre 10 jours, mais on va mettre 1 mois à partir, mais ça va être quand même très, très rapide de fermer cette parenthèse de 5 ans. Et on va rentrer en France. Et là, ça va être un peu le choc à nouveau. Parce que autant on a adoré ces 5 années à San Francisco, et en même temps, on revient en France et là, personne ne nous a attendus. Deuxième coup dur pour moi, et avec à nouveau le besoin de m'adapter, de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. À nouveau, personne me donne les codes. Sauf que entre-temps, j'ai une petite fille, que j'ai plus la sécu, que j'ai pas de chômage, bien sûr. Donc heureusement, ma boîte m'aide pendant quelques temps. Ils sont rachetés par Accor, le groupe français Accor. Et du coup, je peux pendant quelques mois travailler à distance, même s'il y a 9 heures de décalage horaire, donc c'est pas très pratique. Tout ça sur un canapé chez ma sœur, parce que on n'arrive pas à trouver d'appartement où habiter. On se sépare pendant 2 ans avec le père de ma fille. C'est difficile et en même temps, à nouveau, j'ai ce feu intérieur en moi que j'ai découvert à 18 ans quand je suis arrivée, où je me dis non mais moi ça me convient pas cette situation. Et donc je remue ciel et terre pour trouver une crèche pour Emma. Je vais finir par avoir ma place en crèche et je vais décrocher un boulot chez Péchiné à l'époque à la direction des ressources humaines où je vais gérer tous les hauts potentiels de Péchiné, un job en or où je m'occupe surtout du développement et du programme des hauts potentiels. Donc ça va être à nouveau difficile et comme dans toute difficulté, ça va me permettre de créer la vie que j'ai envie d'avoir. 2 ans plus tard, on se remet ensemble avec le père de ma fille et quelques temps plus tard va naître ma deuxième fille, Luna, qui naît en 2006. Et voilà, et je me remets donc à nouveau, je me recrée une vie qui va me convenir à Paris, dans un quartier dans le 9e où je me sens chez moi. Et puis voilà, je vais être maman et je vais aussi mettre beaucoup d'attention et de soins dans ce nouveau rôle qui m'est donné. En 2007, je rentre chez LVMH sur un CDD. Et à l'époque, je me remets pas mal en question. J'ai l'impression d'avoir atteint le Graal, d'être DRH d'une boîte internationale et de me dire, so what, quoi. C'est pas forcément l'épanouissement que j'attendais, c'est même plutôt un peu l'inverse. Et donc, je prends du temps pour moi, je m'occupe de mes filles. Et là, LVMH vient me chercher. Et là, je vais accepter sans trop savoir si j'ai vraiment envie d'y aller. Alors, c'est drôle parce que je n'ai jamais travaillé dans le luxe. Je ne sais même pas vraiment ce que c'est que le luxe. Et en même temps, je recrute des gens qui m'expliquent que toute leur vie, depuis qu'ils sont tout petits, ils rêvent de travailler dans le luxe. Ça me fait bien rire. Mais bref, en tout cas, je découvre le talent management. Et en fait, je vais rester 10 ans chez LVMH parce que c'est vraiment une fonction qui est beaucoup valorisée chez LVMH. Et c'est précisément ce dans quoi je suis bonne, moi, c'est-à-dire recruter les gens, définir des critères pour les hauts potentiels, les accompagner dans leur chemin, valoriser leur potentiel, valoriser leur singularité, mettre en place des programmes pour accompagner les collaborateurs, les collaboratrices à être plus épanouis au sein de l'entreprise, créer des cultures d'entreprise avec des managements plus humains. Donc là, je me rends compte que tout ce qui m'éclate dans le métier des ressources humaines, c'est précisément ce qui est le plus valorisé chez LVMH.
sans le savoir, je me retrouve au bon endroit et là, je vais être extrêmement valorisée et je vais vraiment avoir une espèce de chemin d'ascension très important, dont un poste qui va m'être donné à Miami, où on va du coup pouvoir partir en famille, en expatriation à nouveau. Je passe 10 ans extrêmement épanouissants d'un point de vue personnel et en même temps avec une petite voix qui commence à me dire que voilà, j'ai envie de plus de sens, j'ai envie de plus d'impact, j'ai beaucoup d'intuition et je suis très très curieuse, très à l'écoute du monde, là où il va. Donc je commence beaucoup à m'intéresser à l'écologie. Je pense que j'ai une grande sensibilité aussi aux réfugiés. Donc je m'engage dans des associations. Au fur et à mesure, je me rends compte que je me sens un peu tiraillée entre mes engagements et puis mon job qui est de plus en plus prenant chez LVMH. Et je sens quelque chose en moi qui est pas forcément très aligné. À partir du retour des États-Unis en 2014, j'ai vraiment commencé un chemin d'alignement en fait. Au fur et à mesure, voilà, j'ai été investir tous les espaces où je sentais qu'il y avait encore besoin d'être plus à l'écoute du sens, d'être plus à l'écoute de ma propre essence, de ma propre mission de vie. Et donc 2015, je me sépare, 2018, je quitte LVMH et puis là, à partir de 2018, commence un long chemin où là, je me sens parfaitement libre pour continuer à explorer tout ce que j'ai envie d'explorer. Dans cette volonté d'alignement et ce chemin que j'entreprends, Maurice va avoir une place de plus en plus importante. À partir du moment où j'ai eu des enfants, déjà, l'île Maurice a commencé à revenir sur le devant de la scène, puisque j'ai pu déjà parler à mes enfants de mes origines. Et puis, à partir de 2006-2007, mes parents vont retourner vivre à Maurice après avoir vécu pas mal en Afrique. Ils vont retourner vivre à Maurice, donc déjà, ça va être l'occasion d'aller les voir là-bas aussi. Je vais, dans ce que je transmets à mes filles, de mon histoire, de mon enfance, et puis aussi de par la nourriture, les repas que je fais, de par les souvenirs d'enfance que je partage, les odeurs, les musiques, les danses. Je vais de plus en plus leur partager mes racines. Et puis, ça va à un moment sortir de cet espace familial et je vais oser en parler dans mon travail. Ça va être très, très discret au départ avec des gens qui me disent « Ah bon, mais je savais pas ». Et en fait, ce dont je vais me rendre compte, c'est qu'à chaque fois que les gens me renvoient à nouveau « Ah, mais tiens, dis donc, t'es bien blanche pour une Mauricienne » ou à chaque fois que je sens une petite réflexion, un peu de critique ou un peu de rejet, je vais tout de suite refermer la parenthèse île Maurice jusqu'à ce que je me mette à mon compte, donc à peu près en 2018-2019, où là, de par ce chemin aussi de singularité que je vais pouvoir commencer à nommer, les outils auxquels je vais me former. Je me souviens d'un travail avec Institut Aristote où tout de suite, je vais reparler de Maurice. Et tout de suite, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est au cœur de ma singularité et que tout ce que j'avais voulu cacher, en fait, remonte. Et plus ça va remonter, plus ça va m'aider à savoir qui je suis et à savoir ce que j'ai envie de faire par la suite et ce que j'ai envie de révéler au monde. C'est passé de presque la honte, ou en tout cas du fait de cacher mes origines, de plus du tout parler de l'île Maurice, à carrément une vraie fierté. Et cette fierté, elle se traduit par effectivement le nom que j'ai donné à ma boîte. Mon entreprise s'appelle Mocapave, qui en créole mauricien veut dire « je peux, j'en suis capable ». Et ce nom, il m'est apparu mais comme une évidence, parce que derrière Mocapave, il y a cette énergie, ce mantra qu'on est tous et toutes créateurs de nos vies et qu'on est capable de tellement plus qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Maurice dans ma façon de vivre et puis dans des choses que je vais volontairement affirmer par rapport à qui je suis. La première, c'est effectivement la connexion à la nature. Je vais découvrir à quel point j'ai été bénie de vivre les premières années de ma vie tellement connectée à la nature. Et je vais le découvrir en allant marcher en Bretagne. Je vais découvrir la Bretagne d'ailleurs en 2017, juste un peu avant de quitter LVMH, au moment, ces fameux 2 mois là où c'est
où je suis plus ou moins en burn-out et où je suis arrêtée pendant 2 mois, je vais partir en Bretagne, à Carnac, dans une petite maison qu'on va me prêter. Et là, la puissance de la mer, de la plage, du soleil, je vais voir à quel point ça me répare en fait, à quel point la mer est importante dans ma vie. Et cette conscience que, voilà, de me sentir profondément connectée à la nature, ça me vient de mon enfance, ça me vient de Maurice. Aussi, dans ma personnalité, on m'a souvent reproché d'être trop spontanée, trop souriante, un peu naïve. Et ce côté un peu enthousiaste surtout, optimiste surtout, je vais l'affirmer pleinement. Je vais plus en avoir honte et je sens que ça vient vraiment de mes racines mauriciennes, en fait. Je le vois quand j'y retourne. Ce qui va aussi réveiller mon côté mauricien, c'est la danse, c'est la musique. J'ai grandi en apprenant à danser le Sega avec ma nénène, Margaret, avec qui je suis toujours en contact. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai beaucoup affirmé là, dans ces dernières années. Et puis ensuite, la nourriture, forcément. J'adore cuisiner mauricien et j'ai découvert que le fait de cuisiner mauricien, le fameux riz lentilles, ne serait-ce que de mélanger des oignons avec du gingembre et de l'ail, qui est un peu la base de mon alimentation, surtout depuis 10 ans que je suis végétarienne, et de mettre toutes ces épices, et ça me raccroche à mon île et je suis très fière de ça en fait. On est en 2024. Déjà, 2024, c'est l'année de mes 50 ans. Et c'est une année où j'ai envie de célébrer ça parce que je crois que j'ai jamais été aussi épanouie, alignée à ma place. Voilà, en ayant l'impression d'être exactement là où j'ai envie d'être. Donc, j'ai déjà envie de célébrer ça. C'est aussi l'année où ma fille, ma plus jeune fille, Luna, qui vient d'avoir 18 ans, va partir faire ses études à Amsterdam. Et donc, c'est l'année où je vais quitter Paris. Ça fait quelques années que j'ai pris cette décision qu'en 2024, ça serait l'occasion de fermer le chapitre Paris et d'ouvrir une nouvelle page. Je me sens très appelée par la mer. J'ai envie de me reconnecter à la mer, à la nature. Je me rends compte à quel point ces dernières années, l'intensité de Paris que j'adore me prend de l'énergie et parfois m'éloigne de mon inspiration, de ma créativité et parfois même de mon centre. Donc j'aspire à revenir au bord de la mer, à aller refaire mes grandes marches, mais de manière plus quotidienne. C'est un moment que je rêve de venir habiter quelques années à Maurice. Déjà parce que mes parents y sont et que j'adorerais pouvoir vivre dans le même pays, voir la même ville qu'eux et pouvoir les voir autant que j'aimerais. Et puis aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été une telle reconnexion à ce pays ces 10 dernières années que j'aurais le sentiment de vraiment revenir là où tout a commencé en fait. Et pour autant, j'ai mon amoureux, mon compagnon qui habite à Nantes. Et donc, je pense que dans un premier temps, ça sera plutôt Nantes. Il y aura la mer aussi, ou en tout cas, la mer est pas loin. Il y aura la connexion à la nature, il y aura la connexion à l'amour. Et puis, Maurice, ça sera sans doute dans un deuxième temps. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice par la voix et la vie de Julie, dites-le nous en nous mettant des étoiles sur votre appli de podcast. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette 2e saison d'Île Maurice mon amour. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et monté par Monkey Sound Studio. Île Maurice mon amour. 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 Île Maurice mon amour.